il semblait évident qu'on cadre ce sujet et qu'on essaie d'avoir quand même des données pour arriver à savoir ce qu'il en est de cet enjeu de la lutte contre la sédentarité et de la promotion de l'activité physique. Donc on a demandé à Laurent Bosquet, professeur à l'Université de Poitiers, directeur du laboratoire MOVE et coordinateur de la chaire Sport Santé sur Poitiers, d'assurer cet exercice délicat, avec peu de temps, il faut le dire, un quart d'heure pour cadrer ces enjeux dont on parle aujourd'hui, c'est essentiel. Vous dire juste avant, vous aurez la parole pour des questions, des remarques sur chacun des sites. Vous pourrez interpeller tous les témoins. On vous propose juste d'attendre la fin de cette première séquence pour poser vos questions. Laurent Bosquet, vous avez la parole. Merci Arnaud, bonjour à toutes et à tous sur les 3 sites. Donc effectivement, l'objectif là, de cette séquence de l'après-midi, c'est de donner quelques éléments de cadrage, même si j'imagine pour beaucoup d'entre vous, si vous avez été intéressé à participer à cet événement, c'est que déjà ces concepts étaient assez clairs dans votre esprit. Néanmoins, ça peut toujours être intéressant de les rappeler. Alors, pour commencer, peut-être quelques définitions ou distinctions rapides, puisqu'il y a souvent des termes que l'on utilise de façon synonyme, alors qu'ils renvoient à des concepts vraiment distincts. Donc là, je parle d'activité physique, d'inactivité physique et de sédentarité. Donc l'activité physique, il y a une définition que tout le monde utilise qui renvoie finalement au fait que c'est une contraction des muscles qui va induire une dépense d'énergie. Mais de façon plus simple, on peut garder à l'esprit que l'activité physique, c'est tout simplement de bouger. Et qu'à travers le fait de bouger, on va dépenser de l'énergie, ce qui après va avoir un certain nombre de conséquences favorables pour notre santé. L'activité physique, et c'est souvent quelque chose auquel vous devez être confronté au quotidien, ça n'est pas que du sport. Or, souvent, il y a un amalgame qui peut être fait, et c'est vrai que l'usage des termes comme sport, santé peut contribuer un petit peu à cet amalgame. Donc l'activité physique n'est pas que du sport, même si le sport, bien sûr, en fait partie, et fait partie des activités aussi les plus motivantes. Mais néanmoins, ça renvoie à différentes catégories. On peut retrouver des activités physiques associées au transport actif, aux mobilités douces, la marche, le vélo, liées à nos activités professionnelles, donc là ça peut être très variable, bien entendu, chez soi, et puis enfin les activités de loisirs auxquelles émargent les activités physiques et sportives. Donc vous voyez qu'il y a différents types d'activités physiques. Et quelles qu'elles soient sportives ou qu'elles soient liées à ce que vous faites chez vous, à votre travail, etc., quelle que soit la catégorie, il faut bien garder à l'esprit que dans tous les cas, c'est bénéfique, même si ce n'est pas du sport directement. Dans tous les cas, c'est bénéfique. Donc je ne vais pas insister sur l'ampleur de ces bénéfices, vous les connaissez, vous avez déjà vu beaucoup, soit d'interventions, soit d'infographies comme celle-ci. Donc on va juste garder à l'esprit que finalement on peut agir sur beaucoup de déterminants de la santé, que ce soit la santé physique, mais aussi la santé psychologique et la santé sociale. Donc c'est vraiment une habitude de vie qui va avoir un impact majeur sur notre bien-être, de façon générale, associée aux autres habitudes de vie, bien entendu. Donc, l'activité physique, c'est bouger et c'est associé à un grand nombre de bénéfices. Maintenant, on parle aussi d'inactivité physique et de sédentarité. Et c'est là où, éventuellement, des fois, on les utilise comme synonymes, alors qu'en fait, ils renvoient à deux notions vraiment distinctes. L'inactivité physique, ça renvoie à une norme reconnue internationalement, qui est la quantité minimale d'activité physique que l'on doit cumuler à l'échelle de la semaine pour espérer avoir des bénéfices en termes de santé. Donc c'est vraiment le minimum. Si on fait plus, c'est mieux. Et ce minimum, il a été situé à ce qu'on appelle 1000 mètres minutes par semaine. Par exemple, si on marche, on est aux alentours, l'intensité est aux alentours de 5 mètres. Si je marche pendant 30 minutes, je fais 5 fois 30, ce qui me donne 150 mètres minutes. Et on voit que si je fais ça 6 ou 7 fois dans la semaine, je vais atteindre le seuil finalement d'activité physique. Donc très concrètement, si on fait plus, on est considéré comme actif ou active, et si on fait moins, on est considéré comme étant une personne inactive. La sédentarité, même si on voit que les deux peuvent être, il peut y avoir un peu d'overlap, la sédentarité renvoie plutôt à la quantité de temps passé en position assise ou allongée.
La plupart du temps, c'est quand même plutôt la position assise. Et simplement, on va mesurer le temps passé à l'échelle de la journée. Et Julien Bois vous a donc donné quelques éléments qui ont été mesurés lors des données préliminaires qu'ils ont recueillies auprès de lycéens. Donc sédentarité, inactivité physique, vous voyez que ce sont deux concepts différents et qui sont indépendants. Les deux vont avoir des conséquences négatives, peuvent avoir des conséquences négatives pour notre santé. Et le fait d'être actif, par exemple, voire même très actif, ne suffit pas à compenser complètement les conséquences négatives de la sédentarité. Ce qui implique vraiment le fait d'avoir une stratégie qui cible les deux dimensions et ne pas espérer qu'en jouant uniquement sur l'activité physique, on va compenser les conséquences de la sédentarité. Donc, bouger, c'est bien. Limiter le temps en position assise, c'est bien également. Essayer de bouger suffisamment dans la semaine, c'est mieux. Maintenant, quelles sont les recommandations nationales et internationales ? Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé a publié assez récemment, donc je n'ai plus la date exacte, mais c'est il y a 1 ou 2 ans, quelque chose comme cela, des recommandations par catégorie d'âge. Donc généralement, on distingue avant 18 ans et puis après 18 ans. Et avant 18 ans, vous voyez que les recommandations sont déclinées par tranche d'âge. On a des recommandations sur le temps de sédentarité et sur l'activité physique. Donc vous voyez, l'activité physique, bien, l'objectif chez les enfants, c'est de bouger le plus possible. Donc, quand on a moins de 5 ans, c'est aux alentours de 3 heures par jour et plus. Et quand on grandit, eh bien, tant qu'on est adolescent, eh bien, la recommandation, c'est d'1 heure par jour au minimum pour espérer avoir des bénéfices. En ce qui concerne la sédentarité, eh bien, vous voyez, l'objectif, c'est de diminuer la sédentarité, mais ça s'associe souvent à des recommandations avec l'utilisation des écrans. Donc c'est vrai que c'est une association que l'on fait souvent. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège. L'écran, c'est juste un outil. Ce qui peut poser problème, c'est l'usage que l'on en fait. Mais ce n'est pas mieux de passer 1 heure en position assise devant un écran ou de passer 1 heure en position assise en lisant un bouquin de philosophie. Les conséquences sont exactement les mêmes. D'accord ? Donc, faire attention, même si bien sûr les écrans peuvent être associés dans leur usage à des conséquences qu'il faut éviter. Mais pour autant, ça peut être, on peut avoir les mêmes conséquences en utilisant d'autres supports que les écrans. Chez les adultes, eh bien, vous voyez qu'il y a 2 grandes catégories. Plus ou moins arbitrairement, on a une limite à 65 ans. Vous voyez que les recommandations sont les mêmes. C'est de diminuer le temps total à passer en position assise et puis d'essayer de rompre la sédentarité toutes les heures et puis d'avoir à minima 30 minutes d'activité physique par jour. Ensuite, il y a quelques recommandations un peu plus spécifiques quand on a plus de 65 ans. On va essayer d'y associer des activités qui vont permettre notamment de prévenir les chutes, chose que l'on va peut-être moins faire quand on est plus jeune. Donc après, les recommandations sont beaucoup plus précises, mais ça vous donne un ordre de grandeur finalement de ce que l'on trouve dans ces recommandations internationales, sachant que les recommandations françaises sont très très proches des recommandations internationales. Donc on voit d'un côté que être actif et limiter la sédentarité, c'est bien, c'est associé à de nombreux bénéfices, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait concrètement ? Alors, vous en avez eu un avant-goût avec les données préliminaires présentées par Julien. Si on s'intéresse aux enfants et aux adolescents, quelques chiffres qui interpellent. Vous voyez que la France est 119e sur 146 pays en termes de niveau d'activité physique chez les jeunes. Si on regarde un peu plus précisément les données publiées par l'ONAPS, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, eh bien vous voyez, ça va dans le sens, encore une fois, des données qu'a présentées Julien Bois, 4 enfants sur 5 n'atteignent pas les recommandations de 60 minutes d'activité physique par jour. Les enfants adolescents passent en moyenne 4 heures par jour devant un écran. Alors, je reviens pas sur le fait qu'il faut faire attention à cela. C'est pas mieux si c'est devant un bouquin. Et puis, on voit que chez les adolescents, c'est 75% de la journée qui est passée en position assise. Les conséquences de cela, bien entendu, si on n'est pas actif et qu'en plus on passe beaucoup de temps en position assise, eh bien, c'est une diminution de notre aptitude cardio-respiratoire qui reflète quelque part notre capital santé. Plus cette aptitude cardio-respiratoire est élevée, meilleur est notre capital santé. Et là, vous voyez qu'en 4 décennies à peine, eh bien, ce capital santé a diminué, lié à l'activité physique et à la condition physique, a diminué de 25 à 30% environ.
Et ce que l'on constate maintenant, c'est que la première cause d'arrêt cardiaque avant 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment quelque chose qui concernait uniquement les personnes de plus de 50 ans. Donc on voit que les conséquences de ce mode de vie n'ont pas tardé finalement à se manifester concrètement. Chez les adultes, c'est pas mieux, puisque finalement, les enfants, on pointe du doigt les enfants, les adolescents, mais quelque part, ils ne font que répliquer nos comportements d'adultes, puisque souvent, c'est nous qui sommes le modèle. Alors, je ne sais pas si c'est le modèle à suivre, du coup, mais c'est nous qui inspirons aussi leurs habitudes de vie. Donc, chez les adultes, j'ai juste fait une diapositive, mais vous voyez que ce sont les dernières données publiées par Santé publique France, là, il y a quelques semaines, qui portent sur des données de 2021. Qui était un contexte particulier. 2021, c'était la crise sanitaire. Néanmoins, vous voyez que, alors c'est du déclaratif, c'est évalué par questionnaire, mais vous voyez que quand on regarde les hommes et les femmes, c'est à peu près 73% des hommes et 59% des femmes qui atteignent les recommandations en termes d'activité physique, en mètres minutes. Si on regarde plus spécifiquement les recommandations en termes de renforcement musculaire, là on voit que c'est beaucoup moins. C'est de l'ordre de 1/3 à peu près à 1/5. En ce qui concerne le temps de sédentarité, vous voyez que on a une limite très arbitraire et surtout très discutable. Au niveau international, il n'y a absolument aucun consensus sur la durée à partir de laquelle on considère que le temps de sédentarité est trop long. Mais néanmoins, en France, là, on a fixé une limite à 7 heures. Vous voyez que c'est à peu près 23%, 22 à 23%, qu'on soit un homme ou une femme, qui passe plus de temps en position assise. Par contre, on est tous assez sensibilisés au fait de rompre ces temps de sédentarité. Le fait de bouger 1 à 2 minutes, 3 minutes toutes les heures, on voit que c'est un peu plus de 90% des hommes et des femmes qui le font. Et quand on regarde le pourcentage de personnes, hommes et femmes, qui cumulent les deux facteurs de risque, qui sont à la fois inactifs et très sédentaires, c'est de l'ordre de 10%. Donc, vous voyez que l'on soit enfant, adolescent ou adulte, on observe ce paradoxe qui est que quelque part, on sait que ça va être bénéfique pour nous, mais de l'autre côté, on ne change pas nos habitudes de vie. Alors, qu'est-ce qui nous attend si on continue sur ce rythme ? Au niveau international, l'OMS estime qu'il y aura environ 500 millions de malades chroniques en plus par an entre 2020 et 2030, ce qui va impliquer une charge financière de l'ordre de 27 milliards de dollars par an. Si on met un zoom sur la France, on est moins nombreux, bien sûr, mais là, on considère que pour la période de 2020 à 2025, donc là, on n'est pas par an, on est sur cette période de 5 ans, ça sera entre 750 000 et 1 million de malades chroniques en plus en France. Et la charge, le coût direct annuel, il y a un coût indirect, vous pouvez ajouter, le coût direct annuel de l'inactivité physique et de la sédentarité a été estimé par l'assurance maladie à 500 millions d'euros. Donc la conclusion très concrète, finalement, de tout cela, si on continue, c'est que on ne pourra pas soigner tout le monde. Le système de santé, on voit qu'il peut être en difficulté à certains égards. Et si on ajoute ne serait-ce que 1 million de malades chroniques en plus sur une période de 5 ans, donc on imagine après, on ne pourra pas soigner tout le monde. Il y aura des inégalités, surtout des inéquités qui seront flagrantes. C'est évident. Donc, la clé maintenant, c'est la prévention, bien sûr. Il y a difficilement d'autres moyens à envisager. Alors, compte tenu de cela, on pourrait se dire, à quand la prise de conscience de la population et des décideurs ? Alors, ça fait quand même si là, c'est une publication de 2022, ça fait longtemps que les organismes spécialisés alertent les pouvoirs publics. Donc, la prise de conscience, quand même, des sociétés savantes ou des organismes en lien avec la santé, elle n'est pas nouvelle. Ils essayent justement de sensibiliser nos décideurs. Après, ce que ça montre malgré tout, malgré cette sensibilisation, c'est que changer les comportements, quelles que soient les stratégies utilisées par les gouvernements successifs, c'est compliqué. Et jusqu'ici, on ne peut pas dire que ça marche vraiment, compte tenu des chiffres que l'on vous a présentés avec Julien. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, finalement, c'est que ce changement de comportement, c'est quelque chose de complexe. Que l'on soit un enfant, un adolescent, une personne qui souffre de maladies chroniques, un adulte, une personne très âgée, on voit que de façon générale, nous sommes des êtres de comparaison plutôt que de raison. Donc ça ne sert à rien de nous donner des arguments hyper précis. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on va changer. Nous sommes des êtres d'émotion. Donc ce qui est important, c'est la motivation, le plaisir.
ressentis, des êtres de contexte, d'habitude, d'intuition. Bref, nous sommes des êtres irrationnels. Et on ne peut pas raisonner des êtres irrationnels en disant « voilà, ça c'est bon pour votre santé, si on ne change rien, on va droit dans le mur ». Non, ce n'est pas ce type d'argument. Et on voit bien avec le climat, qui est une autre problématique très importante, ça ne fonctionne pas mieux. Donc en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'enjeu principal, c'est que nos environnements, enfin tous les décideurs et les acteurs des territoires doivent créer des environnements promoteurs de santé. Après, c'est aux personnes de s'approprier ou non ces environnements. Mais au moins, on doit créer des environnements promoteurs de santé. C'est pour ça que j'ai mis le modèle des déterminants de santé que vous connaissez, pour illustrer le fait que trop souvent, on focalise sur des aspects plutôt individuels, là où en fait nos comportements sont fortement dictés par l'environnement au sens très large. Et on voit avec des projets comme Tu bouges tes bien, Julien vous a présenté finalement l'ensemble des parties prenantes qui faisaient partie de ce projet. Eh bien, on voit que ça, c'est la clé. Ça prend du temps, certes, mais c'est en mettant tout le monde autour de la table que finalement, on va rater le moins possible de dimensions susceptibles d'influer sur nos comportements, que l'on soit des adolescents pour Tu bouges tes bien ou que l'on soit des adultes. Donc l'enjeu, il est là. Je pense que les politiques, ils le savent. On attend trop souvent que ce soit descendant et qu'on nous donne tous les moyens. Là, en fait, la clé, ce sont les territoires. C'est aux territoires, vraiment, de s'approprier ces problématiques, de créer des synergies entre les acteurs pour changer les choses localement. Et puis après, c'est petit à petit où, éventuellement, on pourra modifier nos statistiques nationales. Donc voilà les éléments, finalement, que je voulais vous donner pour ce cadrage, et puis qu'on puisse avoir ces éléments à l'esprit pour toutes les présentations qui vont suivre. Merci Laurent Bosquet. Effectivement, le décor est planté. Voilà nos réflexions et vos actions. Les uns les autres, on sait dans quoi ça s'inscrit. Et voilà, j'aime bien la fin, la touche finale, comme quoi tous les espoirs sont permis, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu accablé par les projections en termes de morbidité, mortalité, elles sont réelles. Mais il ne faut pas que ça inhibe l'action.